chers collègues. J'aimerais souhaiter la bienvenue également à notre invité de ce soir, M. Philippe Bonolas, qui est professeur à l'École française de Belgrade et à notre faculté de philologie. Vous connaissez certainement M. Bonolas et la qualité de ses interprétations des œuvres littéraires, puisque vous avez déjà travaillé avec lui, la plupart d'entre vous, sur les œuvres du XVIIe siècle. Cette fois-ci, il sera question d'un auteur du XVIIIe siècle, et j'espère que vous avez déjà lu au moins des extraits des œuvres de Montesquieu. Monsieur Bonolas nous donnera 2 conférences sur Montesquieu. En fait, c'est ce qui a été prévu initialement, mais nous allons suivre l'évolution de la situation dans le pays et en fonction de cela, nous allons retenir ou différer pour une autre date la 2e conférence. Donc, je vous donne la parole. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Je remercie bien sûr Madame Naver de me permettre de parler régulièrement sur la littérature française. Et ce que je lui avais proposé, c'était de, au fond, vous entretenir sur un auteur majeur du XVIIIe siècle, très respecté, mais aussi souvent, je dirais, un peu mis à l'écart. C'est-à-dire que parmi les philosophes, selon la terminologie du XVIIIe siècle, Montesquieu fait figure de grandes références, un peu comme les grands, comment dirais-je, orateurs antiques, mais on le lit assez peu, hormis, bien sûr, son roman, dont je vais vous parler ce soir, son roman épistolaire, Les Lettres persanes, qui annonce d'une certaine façon, et c'est ce que nous verrons ensemble, qui annonce bien sûr son magnum opus, la grande œuvre de référence pour la pensée politique d'abord, mais aussi pour la réflexion juridique de l'esprit des lois, qui fera l'objet d'une autre intervention. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, le dernier rang? Je ne m'entends pas. Oui. Je ne m'entends pas. Alors, je pense que vous me connaissez d'une façon générale. Si la voix tombe, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas normalement parce que l'épidémie est galopante, mais c'est parce qu'au bout d'un certain temps, et surtout s'il y a un air assez confiné, vous savez que la voix, disons, s'altère. Donc c'est pour simplement vous rassurer. Donc, par rapport à l'homme, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que la vie de Charles VIII, Secondat, donc baron de la Brède, et de Montesquieu, puisqu'au fond c'est le titre de sa terre qui lui a été accolé, qui est resté, n'est pas sans rappeler un autre grand écrivain, bien sûr antérieur, mais de la même région, c'est Montaigne. Et comme lui, comme Montaigne, Montesquieu est originaire de cette partie du sud-ouest de la France, la Guyenne, et appartient, comme lui, à une ancienne famille de robes. Donc je pense que, comme je vois beaucoup de visages qui sont des étudiants, nous avons déjà expliqué, c'est-à-dire une famille de cette noblesse parlementaire, donc du monde juridique, qui a gagné ou acheté donc, les titres de noblesse. Et sa vie privée, si vous voulez, s'est inscrite principalement dans son manoir provincial, le château de la Brède, et la vie publique, donc, eh bien, s'est déroulée principalement au Parlement de Bordeaux, donc des points communs avec Montaigne à 2 siècles d'écart. Et cette charge parlementaire donc, lui est cédée par son oncle, par testament, puisque les charges, je le rappelle, se transmettaient de père en fils, on les achetait, mais ensuite c'était un patrimoine. Et il devient donc président à Mortier. La fidélité à sa région, à sa terre, et comme Montaigne aussi, il y a des vignobles qui joueront un rôle très important pour Montesquieu, n'exclut pas le goût
de l'aventure. Et Montesquieu, comme Montaigne encore, va voyager. Et à la différence peut-être, c'est que la capitale, donc Paris, la capitale de la Régence, parce qu'il est contemporain de cette période de transition entre la fin du roi Soleil, donc de Louis XIV, et le règne, à proprement parler, de Louis XV, personnel. Le roi Louis XV, donc, est un jeune enfant, et le duc d'Orléans assure la Régence. Et, bien évidemment, le Paris du XVIIIe siècle de la Régence n'est pas du tout le Paris assez triste donc, de la fin du XVIe siècle qui a connu toutes les affres des guerres de religion, bien sûr. Et la présence de Paris est très présente, enfin disons, est constante pratiquement dans l'œuvre dont je vais traiter, donc les lettres persanes. Et à partir de 1722, il se fait assez parisien, il fréquente les réunions littéraires, notamment dans un hôtel particulier, donc l'hôtel de Soubise, le club de l'entresol, qui aura un rôle déterminant pour animer les idées philosophiques, et il est un régulier, si vous voulez, du salon de Madame de Lambert, les fameux mardis de Madame de Lambert, qui était, au fond, c'est là que se préparaient en général les candidatures pour l'Académie française dans laquelle il est admis en 1727, donc assez jeune. Montesquieu ne saurait devenir parisien comme Montaigne sans avoir véritablement entrepris un tour d'Europe. Et ce tour d'Europe est important pour l'évolution de l'œuvre, l'évolution même philosophique de la réflexion de Montesquieu. Il va découvrir entre les années 1728 et 1731, donc c'est à la fois le monde germanique, l'Autriche, la Hongrie, bien sûr l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, et une grande partie de ce voyage, donc avec un séjour assez long, c'est l'Angleterre, et cette découverte, si vous voulez, de l'Angleterre et de sa modernité politique sera déterminante pour l'évolution de la pensée de Montesquieu. Bien sûr, si l'on compare Londres, Londres pour l'époque est considérée comme la ville qui est faite pour y penser, et par opposition, et là je cite, Paris est la ville qui est faite pour y vivre. Mais pourtant, donc, Paris ne saurait le retenir en permanence, et il partagera son temps, un peu comme Montaigne, entre les voyages à Paris, les missions qui lui sont accordées, et la Guyenne, donc son château de la Brède, et la ville, donc, où il est parlementaire, Bordeaux. Il exerce sa charge juridique qui va le conduire à réfléchir sur l'esprit des lois. Cet ouvrage, et là j'anticipe au fond, mais est un ouvrage austère. Et quand l'ouvrage paraît, si vous voulez, face à la difficulté, il ne faut pas se le cacher, et à la richesse de la matière, eh bien, pour ne pas peut-être montrer trop publiquement la difficulté de compréhension que l'on a eue, on s'en est souvent tiré par des mots d'esprit. Par exemple, dans son salon, Madame de Tencin, qui tient un autre grand salon du XVIIIe siècle, parle de son petit romain, ou encore, puisque avant l'esprit des lois, il détache ses considérations de la grandeur, donc sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, publié en 1734, où Madame du Défend, donc, ne trouve, dit-elle, dans l'esprit des lois que de l'esprit sur les lois. Alors, le temps, si vous voulez, des critiques, des réfutations, parce que Montesquieu va défendre sa pensée, surtout l'esprit des lois sera condamné, sera mis à l'index pour les questions religieuses, et bien sûr, c'est usant, ce fut une œuvre de longue haleine, et Montesquieu finit donc sa vie pratiquement aveugle en raison des longues lectures. Et d'ailleurs,
j'allais dire c'est à propos, puisque en 1755, une épidémie de fièvre se déclare à Paris, il est atteint et fragile, eh bien, donc il ne survit pas. Alors, concentrons-nous donc sur son ouvrage de jeunesse, ce roman de 1721, Les Lettres persanes. D'abord, première caractéristique, c'est un roman par lettres, donc un roman épistolaire. Et d'ailleurs, Montesquieu, dans ses pensées, le dit, mes lettres persanes apprirent à faire des romans en lettres. Apprirent à faire des romans en lettres. Donc, c'était ainsi souligné leur appartenance à l'un des trois grands genres littéraires de l'époque, donc bien sûr en premier toujours la poésie, le théâtre et le roman, mais à une catégorie bien particulière donc du genre romanesque, c'est le roman par lettres. Et parce que c'est un roman par lettres avec différents intervenants, donc on a pu parler de polymorphisme, grâce justement à ces différentes voix qui interviennent dans le roman. C'est-à-dire qu'on a différents destinateurs et différents destinataires qui se croisent et qui créent, bien sûr, au sein de l'œuvre romanesque, une grande variété dans les thèmes qui sont abordés, variété dans les tons des lettres, variété aussi dans les styles, selon que l'émetteur de la lettre est un grand seigneur, comme les deux protagonistes principaux, Rika et surtout Ouzbek, ou si ce sont les femmes du harem, eh bien c'est un autre ton, c'est un autre style, ou encore si ce sont les esclaves, les eunuques qui gardent le harem et qui rendent compte de la situation, c'est encore un autre ton et un autre style. Donc, le roman est une œuvre de fiction, les faits et les personnages sont de la pure invention de Montesquieu, et pourtant, les lettres n'appartiennent pas spontanément au genre littéraire, et en même temps ne sont pas non plus spontanément des vecteurs d'imaginaire. Alors on peut se demander, mais pourquoi Montesquieu a souhaité donner la forme d'un roman à ce qui, normalement, relève de la réalité. La lettre est un moyen, un médium de communication. Alors, quelle est la motivation, quel est le propos initial de Montesquieu dans ce choix ? Premièrement, si il dit, je vous ai cité donc, que ces lettres persanes apprirent à faire des romans en lettres, il ne prétend pas, n'est-ce pas, avoir inventé le roman épistolaire. Il faut faire la distinction. Le roman, il sait parfaitement que le genre du roman épistolaire lui préexistait. Mais il a voulu donner, peut-être le premier, l'allure d'un roman à un recueil de lettres. Un recueil de lettres dont le contenu est très varié, parce qu'il y est question de voyage, et les deux protagonistes principaux voyagent et font, au fond, des relations de leur voyage, et la littérature de voyage depuis le XVIe siècle est une veine de la res literaria, dans le domaine de l'érudition aussi, des réflexions philosophiques, bien sûr la politique est très présente, et avec la composante donc des lettres liées au sérail, la thématique habituelle de l'amour. Et si le roman épistolaire ou l'épistolaire dans le roman a existé à ce roman des lettres persanes, le contenu, et là est la première différence, le contenu était différent, car pour les romans épistolaires préexistants aux lettres persanes, la thématique, la grande thématique, c'était la question de l'amour. Or, ça n'est qu'une des composantes des lettres persanes. Et le lecteur
est d'autant plus, disons, disposé, enclin à prendre pour argent comptant, pourrait-on dire, ces lettres fictives, qu'il était habitué j'allais dire, depuis le XVIIe siècle, la seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, à voir édité de nombreuses correspondances, des correspondances qui étaient livrées au public, mais qui étaient des lettres réelles, et donc authentiques, et qui avaient une visée littéraire certaine, mais qui, au point de départ, étaient de réelles lettres. Et donc, on juxtaposait, on additionnait les lettres pour les insérer parfois dans un tissu narratif. Mais le lecteur aussi, et surtout le lecteur cultivé de l'époque, était nourri de culture classique. C'est-à-dire que les références de ces correspondances à portée littéraire faisaient partie des données connues. Et prenons les auteurs les plus classiques, que ce soit Cicéron ou Sénèque, eh bien, les correspondances, les lettres de Cicéron ou les lettres de Sénèque, notamment les lettres à Lucilius, faisaient partie de ces œuvres littéraires que l'on avait étudiées, travaillées, et dans lesquelles on avait appris le latin à traduire, donc faire des versions et des thèmes. Et dans ces correspondances antiques, eh bien, notamment ces deux grands auteurs, ont introduit, au fond, des confidences privées, personnelles, à des réflexions, soit de nature morale, de nature politique ou philosophique, pensons bien sûr à Sénèque. Ces lettres aussi, parce qu'elles avaient une visée littéraire, parce qu'on avait un public beaucoup plus large que le destinataire visé, donc étaient écrites en beau style. On a parlé de style togé, c'est-à-dire un style avec beaucoup de retenue, un style travaillé, un style répondant aux critères de la rhétorique. Et parce qu'elles étaient destinées à être lues par des destinataires choisis, qui pouvaient justement les apprécier, eh bien, on savait, le destinateur savait, au fond, qu'elles allaient dépasser le cadre de la lecture privée pour toucher un cercle. Et cette tradition épistolaire, bien sûr, est reprise avec les humanistes. Le XVIe siècle, vous le savez, est un siècle de grands échanges épistolaires, et parmi les plus fameux, bien sûr, on pense à Erasme, et ce genre va se trouver poursuivi au XVIIe siècle, bien sûr, et toute une société raffinée, cultivée, férue de sociabilité, n'est-ce pas? Déjà les salons, selon le terme du XVIIe siècle, d'honnêteté, avec toute cette polysémie du terme donc, qui recouvre l'honnêteté, prolongent par les correspondances, les échanges mondains que l'on avait dans les salons, les échanges savants, de ces conversations, et les exemples pour le XVIIe siècle, on le sait, que Montesquieu connaît, c'est bien sûr Guy de Balzac, pour la réflexion philosophique, des échanges peut-être plus précieux avec voiture, et là encore, le meilleur exemple comme disciple, pourrait-on dire entre parenthèses, c'est la correspondance de Madame de Sévigné, qui sont des lettres authentiques, mais elle savait parfaitement que ses destinataires les liraient à des cercles beaucoup plus larges, et on peut parler d'une frénésie épistolaire qui saisit le XVIIe siècle et qui se prolonge au XVIIIe siècle. Il suffit de penser à l'importance de la correspondance de Voltaire, qui fait donc des milliers de pages dans l'édition d'Oxford. Cette importance de la lettre et de son influence sur le genre épistolaire, bien sûr, ne va pas s'arrêter avec Montesquieu. Elle va se poursuivre. Et non seulement elle se poursuit dans la littérature française, pensons à Rousseau, la Nouvelle Héloïse, mais elle, ou un petit peu plus tard encore, les liaisons dangereuses de Le Sage, mais
justement, elle touche la littérature européenne, puisque quelle est la langue de culture du XVIIIe siècle? C'est bien sûr le français, et c'est sur ces modèles français que, par exemple, Werther de Goethe à la fin du siècle, ou même les dernières lettres de Jacopo Ortis de Foscolo à l'extrême fin du siècle, eh bien, c'est le modèle. Alors, revenons donc à nos, disons, lettres persanes. Justement, on peut dire que ces lettres persanes sont, si vous voulez, présentent une sorte de chaîne secrète. C'est-à-dire que les différents massifs qui constituent les lettres persanes s'entremêlent, mais sans qu'il soit toujours évident d'en comprendre la continuité et le lien intérieur. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que Montesquieu font ce que, justement, des critiques ont appelé le roman épistolaire polyphonique. En raison de cette structure complexe que je viens d'évoquer. Et cette structure complexe, eh bien, sera reprise, bien sûr, par d'autres auteurs, pensons, je vais les évoquer, Rousseau et Laclos. Or, elle est polyphonique parce que les styles diffèrent, et aussi parce que, justement, les évocations, les thématiques sont différentes. Alors, malgré cela, on peut distinguer une structure, disons, tripartite de l'œuvre. Il y a, j'ai utilisé le mot massif, et en effet, 3 grands massifs distincts dans cette œuvre. D'abord, ce sont les 23 premières lettres qui correspondent au voyage des 2 protagonistes principaux, Ouzbek et Rika, vers Paris. Alors, ils apparaissent, s'installent dans le roman. Et l'écrasante, pourrait-on dire, majorité des lettres écrites de cette première partie, ce sont les lettres du personnage principal, d'ailleurs, le plus âgé, c'est Ouzbek, ce prince persan qui a décidé donc de quitter la Perse, l'Iran actuel, et la capitale, Ispahan. D'ailleurs, il s'en expliquera dans une lettre confidente un peu plus tard. À partir de la lettre 24, qui est la première lettre de Rika, et la première aussi qui est datée de Paris, on a donc tout un ensemble qui va jusqu'à la lettre 146. Et déjà, dans ce premier massif, si vous voulez, on a tous les thèmes qui sont lancés et qui vont se trouver progressivement développés par intermittence. Quels sont ces thèmes? La politique. La situation politique, notamment de la France, est un prétexte à réflexion. Autre grand thème, et qui est un thème qui va être débattu constamment au cours du XVIIIe siècle, c'est la religion. Tolérance, intolérance, etc. La morale. La morale, et aussi viennent s'intercaler donc des lettres relatant peut-être l'aspect le plus romanesque du roman, c'est la vie du sérail. Les lettres que les femmes d'Ouzbek lui adressent, ou les rapports, des lettres bien sûr, mais qui sont des rapports de situation que les eunuques, donc gardiens des femmes, adressent au prince, viennent s'intercaler et créer une sorte de rafraîchissement, si vous voulez, par rapport à des réflexions plus austères. Et c'est dans cette partie, donc, à partir de la lettre 24, que on a la plus forte impression de diversité. Et c'est aussi dans cette partie centrale que Montesquieu se livre justement à cette satire des mœurs occidentales qui vont, au fond, de la fin des années du règne de Louis XIV jusqu'à la Régence, c'est-à-dire jusqu'au moment pratiquement de l'acte d'écriture de ces lettres.
Et puis, le troisième massif, donc, dans cet ensemble, eh bien, ce sont les 15 dernières lettres, qui sont assez homogènes, qui portent justement sur un motif unique, le drame du sérail. Et à partir de ces dernières lettres, le personnage le plus jeune, donc Rika, n'intervient plus. Au fond, ces dernières lettres sont concentrées autour de ce qui se passe dans le sérail, des réactions de Ouzbek. Il redevient au fond le protagoniste principal, avec d'ailleurs à l'intérieur de ce massif une sorte d'analepse, c'est-à-dire un retour en arrière, un décrochement dans la chronologie, et ce bloc constitue le dénouement, au fond, des lettres qui ont émaillé toute l'œuvre est relative à ce fameux harem que le lecteur est obligé d'imaginer en fonction des différentes données qui sont proposées à la lecture au cours donc, des cours du roman, et dont l'apothéose, au fond, est une apothéose tragique, puisque c'est la mort, le suicide de la femme préférée, principale, qui avait toute la confiance du prince donc, de Ouzbek. À l'intérieur, et là nous avons une structure très complexe, et on comprend, si vous voulez, cette notion de polyphonie. Car à l'intérieur des deux premiers massifs que j'ai évoqués, eh bien, il y a encore des sous-ensembles, si vous voulez. D'abord, un apologue. Donc, un apologue, ça relève du conte, c'est la fable, etc. Et cet apologue est constitué de quatre lettres sur une thématique, l'utopie. Et cette thématique, donc, c'est tout l'épisode des troglodytes. Ça, c'est un premier, si vous voulez, sous-ensemble. Ensuite, nous avons 11 lettres successives sur une thématique aussi apportée à la fois sociologique, parce que n'oubliez pas, et j'en reparlerai plus tard, Montesquieu, au fond, pose les bases dans l'esprit des lois, sa réflexion amorce, si vous voulez, ce que l'on appellera plus tard la sociologie. Donc, il s'intéresse aux causes de ce qui semble caractériser l'époque, la dépopulation du globe. Une situation inverse à la nôtre. Et 5 lettres sur l'importance au fond, de la culture dans les visites répétées à une bibliothèque publique. Et puis nous avons aussi 2 lettres, donc la lettre 117 et la lettre 141, qui sont des petits romans miniatures, qui s'insèrent justement comme si vous voulez, des contes, de très très courtes nouvelles, qui viennent là comme pour, au fond, soulager un peu le lecteur de l'intrigue principale. Si l'on revient à la progression de l'œuvre dans son déroulement chronologique, pour bien comprendre la richesse, la variété, et pour considérer au fond les conséquences que cela peut avoir sur la complexité finalement de la réflexion. D'abord, il faut partir de données, les dates, les lieux. Et le premier ensemble correspond donc à ce voyage que les 2 persans font à partir d'Ispahan, et ils arrivent par Livourne, puisque, je vous l'ai dit, il faut attendre la 24e lettre pour entendre une sorte on pourrait dire, de soulagement de la part des protagonistes, puisque finalement, ils sont à Paris. Alors, je vous en cite un très court extrait, mais on voit par le ton de la lettre que finalement, le but est atteint. Et d'ailleurs, cette lettre est
est écrite par Rica. Nous sommes à Paris depuis un mois. Nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires qui manquent toutes à la fois. Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jurerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a 6 ou 7 maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée, et que quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. Tu ne le croirais peut-être pas. Depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leurs machines que les Français. Ils courent, ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, le ferait tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point faite à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien. Car, encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête, mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour, et un autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris, et je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. Ne crois pas que je puisse quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée, je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner, etc. Donc, vous voyez sur le ton déjà de Rica, ce sont des phrases rapides, il utilise la comparaison, le paradoxe, pour justement transposer cette sorte de frénésie qui saisit la vie parisienne et qui, au fond, est supposée le surprendre. Dans ces 23 premières lettres, il y a donc une pause qui met en relief les 4 lettres qui vont, je vous l'ai dit, raconter cette histoire des troglodytes. S'il n'y a que les 10 lettres premières, les 10 lettres initiales, semblent constituer comme une sorte d'ouverture au sens musical, un prélude, et dont 2 leitmotifs, pour reprendre la terminologie musicale, vont revenir régulièrement dans le recueil, c'est-à-dire la thématique orientale, et là cela correspond à un goût qu'a su exploiter Montesquieu, parce que depuis la fin du XVIIe siècle, l'Orient est à la mode. Les ambassadeurs sont de différents pays, notamment de Perse, sont venus à Versailles, dans des costumes qui ont fait l'objet de rapports, de relations, et qui ont fasciné littéralement la cour. C'est aussi l'époque où l'on commence à découvrir l'Orient proche et l'Orient lointain, et littérairement, justement, ce sont les contes des Mille et une nuits qui sont traduits par Galland. Donc il y a toute une attraction, toute une fascination pour tout ce qui est l'Orient, et notamment, il y a des termes qui sont formés à l'époque comme chinoiserie, turquerie, etc. Et il suffit de penser à Molière, comment il intègre déjà, en son temps, eh bien, cette donnée, si vous voulez, qui caractérise l'attraction que l'Orient exerce. Alors, il est bien sûr que Montesquieu exploite et sait qu'il va trouver un lectorat disposé en introduisant ces éléments, si vous voulez, pittoresques que constitue donc l'Orient, ici, l'Orient de la Perse. L'autre dimension, l'autre thème qui revient régulièrement, bien sûr, c'est la réflexion philosophique. Alors, venons déjà à la teneur teneur orientale de ce roman.
on pourrait dire que la première lettre a valeur d'incipit, c'est-à-dire qu'au fond, elle lance les thèmes et donne les clés de ce que l'on va pouvoir observer dans le développement du roman. Le lecteur est plongé directement in medias res, puisque le voyage est déjà entrepris. Reportons-nous à la première lettre. Donc c'est Ouzbek qui écrit à son ami Roustan, à Ispahan. Nous n'avons séjourné qu'un jour à Qom, donc la ville sainte, du monde musulman. Lorsque nous eûmes fait nos dévotions sur le tombeau de la Vierge qui a mis au monde 12 prophètes, nous nous remîmes en chemin hier, 25e jour de notre départ d'Ispahan. Nous arrivâmes à Tauris. Rika et moi sommes peut-être les premiers parmi les Persans que l'envie de savoir ait fait sortir de leur pays et qui aient renoncé aux douceurs d'une vie tranquille pour aller chercher laborieusement la sagesse. Je m'arrête. Mais déjà, nous avons des clés, donc bien sûr, ils sont des sortes d'exceptions. Donc, il y a la curiosité qui sera une des clés, si vous voulez, cette curiosité d'esprit qui leur permettra de regarder d'un œil à la fois ingénu, amusé, et de décrire, d'amener pour leurs correspondants donc toutes leurs observations. Ils se présentent aussi comme non seulement curieux, mais en même temps sagesse, et là nous sommes encore au XVIIIe siècle, la sagesse c'est la sapientia latine, c'est le savoir, mais c'est aussi cette sagesse philosophique. Et ils ne sont pas partis parce qu'ils ont été chassés, mais, précise-t-il, nous sommes nés dans un royaume florissant, mais nous n'avons pas cru que ces bornes fussent celles de nos connaissances, et que la lumière orientale du sol nous éclairait. Et bien évidemment, il y a cette portée humaniste du voyage, ce besoin de connaître ce qui est différent pour pouvoir apprécier ce que, au fond, ce que l'on a. Mande-moi ce que l'on dit de notre voyage, ne me flatte point, je ne compte pas sur un grand nombre d'approbateurs, adresse ta lettre à Erzeron, où je séjournerai, etc. Donc, vous voyez, cette très courte lettre donne déjà comme les thématiques, comme les axes, si vous voulez, qui vont animer le roman. Un voyage, c'est aussi une durée dans le temps. Or, eh bien, ce voyage prend du temps, puisqu'il faut attendre la 24e lettre pour être arrivé. Or, dit-il aussi, c'est le rythme oriental, c'est le rythme des caravans. Et parfois, on a l'impression que les choses vont lentement, mais finalement, Montesquieu respecte pourrait-on dire, la couleur locale. Il y a une logique interne au roman. Et l'effet de dépaysement pour le lecteur, d'exotisme même, est assuré d'abord par les noms. Quand on regarde non seulement les noms, bien sûr, des protagonistes, mais, puisque ce sont des lettres, elles sont adressées en général vers des lieux, donc Ispahan, le sérail d'Ispahan, elles sont de Tauris, le 15, les dates aussi, le 15 de la lune de Saphar, etc. Donc, tous ces éléments contribuent à cet exotisme voulu, cette sorte de magie, au fond, que créent les noms propres, les noms de lieux, en même temps que les dates, comme je viens de le citer. En outre, les deux voyageurs ce sont des princes, ils appartiennent à l'aristocratie persane, ils sont des proches de la cour d'Ispahan, et derrière l'évocation donc de la cour d'Ispahan, eh bien, peut se profiler justement une réflexion politique, voire une réflexion critique. Et si l'on se penche donc sur la lettre, on a déjà justement cette dimension. Alors donc c'est Ouzbek qui s'adresse à son premier eunuque.
Tu es le gardien fidèle des plus belles femmes du monde de Perse. Je t'ai confié ce que j'avais dans le monde de plus cher. Tu tiens en tes mains les clés des portes fatales qui ne s'ouvrent que pour moi. Tandis que tu veilles sur ce dépôt précieux de mon cœur, il se repose et jouit d'une sécurité entière. Tu fais la garde dans le silence de la nuit. Tu commandes et tu leur obéis. Tu trouves la gloire, mais par un retour d'empire, tu commandes en maître comme moi-même, quand tu crains le relâchement des lois de la pudeur et de la moisson. Souviens-toi toujours du néant dont je t'ai fait sortir lorsque tu étais le dernier de mes esclaves pour te mettre en cette place et te confier, etc. Tiens-toi dans un profond abaissement auprès de celles qui partagent mon amour. Procure-leur tous les plaisirs, etc. Vous voyez toutes ces injonctions qu'il adresse, au fond, à son serviteur principal, cet eunuque gardien du sérail, lui montre la différence de conditions, bien sûr, qui existe entre lui, prince persan, et familier de la cour, et donc disposant, bien évidemment, d'un harem, et cet eunuque qu'il a tiré de pratiquement rien. L'échange épistolaire ébauche une constellation de personnages qui sont liés les uns aux autres par les nécessités d'une intrigue, par aussi un schéma actantiel qui est propre au genre romanesque et qui rappelle aussi d'une certaine façon la tragédie. Et l'on sait bien sûr que le goût pour le théâtre est très fort à l'époque, et chez Montesquieu aussi. Il suffit de penser à ce que fut la grande ambition de Voltaire, c'était d'être justement le Racine de son temps. Le théâtre reste fondamental, il imprègne les mœurs. Or, dans cette intrigue, le second personnage, le second protagoniste, Rica, qui est plus jeune, Rica a été comme presque enlevé, pourrait-on dire, par Ouzbek pour l'accompagner. Il y a eu au fond une sorte de pression. Et d'ailleurs, cela apparaît dans un texte où l'on voit que l'un des protagonistes, donc l'un des correspondants du protagoniste, Roustan Ouzbek, donc lui rappelle la tristesse qu'a provoqué le départ de Rica par rapport donc à ses familiers. Je le cite, c'est une courte lettre. « Tu es le sujet de toutes les conversations disparues. On ne parle que de ton départ. Les uns l'attribuent à une légèreté d'esprit, les autres à quelque chagrin. Tes amis seuls te défendent et ils ne persuadent personne. On ne peut comprendre que tu puisses quitter tes femmes, tes parents, tes amis, ta patrie pour aller dans des climats inconnus aux Persans. La mère de Rica est inconsolable. Elle te demande son fils, que tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour moi, mon cher Ouzbek, je me sens naturellement porté à approuver tout ce que tu fais, mais je ne saurais te pardonner ton absence et quelques raisons que tu m'en puisses donner. Mon cœur ne les goûtera pas. » Donc, parmi cet ensemble de personnages, celui d'Ouzbek se distingue particulièrement. D'abord, je vous ai dit, il est à la fois le scripteur de la plupart des lettres, il est parfois le destinataire d'autres lettres, et c'est un personnage qui, au long des lettres, se dote d'une épaisseur psychologique très importante, et notamment par des lettres confidences. Ces lettres confidences, justement, surviennent dans le décours, d'abord au commencement. Ouzbek, ici, c'est la 6e lettre, qui écrit à son ami Esnir, où il évoque les causes véritables de son départ, donc dans cette lettre 6 et dans la lettre 8. Donc j'en cite quelques extraits. « Il faut que je te l'avoue, messire. J'ai senti une douleur secrète quand j'ai perdu la Perse de vue, et je me suis trouvé au milieu des perfides osmanlins, à mesure, c'est-à-dire les Turcs. À mesure que j'entrais dans les pays de ces profanes, il me semblait que je devenais profane moi-même. Ma patrie, ma famille, mes amis se sont présentés à mon esprit, ma tendresse s'est réveillée.
Une certaine inquiétude a achevé de me troubler et m'a fait connaître que pour mon repos j'avais trop entrepris. Donc, vous voyez, on a les hésitations. Ce n'est pas, Messire, il parle de ces femmes, que je les aime, je me trouve à cet égard dans une insensibilité qui ne me laisse point de désir. Dans les nombreux sérails où j'ai vécu, j'ai prévenu l'amour et l'ai détruit par lui-même. Mais de ma froideur même, il sort une jalousie secrète. Et ça, c'est un des grands ressorts romanesques, justement, du personnage d'Ouzbek. Donc, il en sort une jalousie secrète qui me dévore. Je vois une troupe de femmes laissées presque à elles-mêmes. Je n'ai que des âmes lâches qui m'en répondent. J'aurais peine à en être en sûreté si mes esclaves étaient fidèles. Que sera-ce s'ils ne le sont pas? Quelles tristes nouvelles peuvent m'en venir dans les pays éloignés que je vais parcourir? C'est un mal où mes amis ne peuvent porter de remède. C'est un lieu dont ils doivent ignorer les tristes secrets. Et dans la lettre 8, nous avons les motifs, si vous voulez, qui surgissent quant au départ qu'il a entrepris. Je parus à la cour, c'est toujours Ouzbek qui écrit, je parus à la cour dès ma plus tendre jeunesse. Je le puis dire, mon cœur ne s'y corrompit point. Je formai même un grand dessein. J'osais y être vertueux. Et vous voyez comment, n'est-ce pas, donc en abîme s'exerce toute une critique de la cour, bien sûr, ici de Versailles. Dès que je connus le vice, je m'en éloignai. Mais je m'en approchai ensuite pour le démasquer. Je portai la vérité jusqu'aux pieds du trône, j'y parlais un langage jusqu'alors inconnu, je déconcertai la flatterie, j'étonnai en même temps les adorateurs et les idoles. Je feignis un grand attachement pour les sciences, à force de le feindre, il me vint réellement. Je ne me mêlais plus d'aucune affaire, je me retirais dans une maison de campagne. Mais ce parti même avait ses inconvénients. Je restais toujours exposé à la malice de mes ennemis et je m'étais presque ôté les moyens de m'en garantir. Je résolus, et voilà le motif profond, je résolus de m'exiler de ma patrie, et ma retraite même de la cour m'en fournit un prétexte plausible. J'allai au roi, je lui marquai l'envie que j'avais de m'instruire dans les sciences de l'Occident, je lui insinuai qu'il pourrait tirer de l'utilité de mes voyages, je trouvai grâce devant ses yeux, je partis et je dérobai une victime à mes ennemis. Voilà, Roustan, le véritable motif de mon voyage. Laisse parler Ispahan. Ne me défends que devant ceux qui m'aiment, laisse mes ennemis à leurs interprétations malignes. Je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu'ils me puissent faire. Donc, voilà, ces lettres confidences, nous avons d'abord, disons, la teneur psychologique, l'angoisse qui va déchirer intérieurement l'inquiétude, donc Ouzbek, c'est-à-dire cette jalousie qu'il n'arrive pas à maîtriser, finalement. Quoi qu'il en dise, il l'avoue périodiquement, il le manifeste. Et l'autre, c'est qu'au fond, il ne se sentait pas compris, à l'aise à la cour, il y avait des ennemis, donc il a prétexté le fait de vouloir, au fond, enrichir ses connaissances scientifiques en Occident, mais ce n'était qu'un prétexte pour partir. Le roman du Sérail contribue bien sûr à cette dimension de l'exotisme. 5 des 10 premières lettres ont justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'objet du Sérail, c'est-à-dire c'est un motif important qui s'insère dans le prélude du roman. Et dans ces premières lettres, eh bien, déjà apparaissent trois épouses, les eunuques, le premier eunuque notamment qui les garde, et la lettre qui est envoyée par Ouzbek, dresse le cadre, j'en ai cité quelques aspects, dresse le cadre de cet univers clos, sur lequel, au fond, il règne en maître absolu, et c'est d'ailleurs la contradiction du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va se montrer très libéral en politique, et j'anticipe,
mais qui en même temps se comporte comme un tyran domestique sur, au fond, ce domaine, ce patrimoine humain qui lui appartient, et il fait preuve, c'est aussi là la richesse psychologique du personnage, ce sont ses contradictions. Mais il fait preuve de cruauté, il fait preuve de faiblesse par la jalousie, il fait preuve aussi peut-être d'une certaine naïveté, car il n'a jamais su et compris, ou tout au moins su décrypter, les réelles motivations, par exemple, de la femme principale, de Roxane, ce qui l'amène, bien évidemment, à la fin du roman, à découvrir la portée de cette tragédie. Et le sérail apparaît derrière l'authenticité de la couleur locale, c'est un élément fondamental, mais c'est aussi une métaphore. C'est aussi une métaphore en filigrane, si vous voulez, mais de la problématique du despotisme. Et donc, quel est, si vous voulez, le sens de cette métaphore? Eh bien, c'est que le despotisme, quelle qu'en soit la forme, que ce soit une forme ouvertement politique ou que ce soit une forme plus privée, est une sorte de machine infernale. Et là, si vous voulez, c'est déjà une leçon et c'est un des aspects de la portée philosophique du roman. C'est-à-dire que dès 1721, Montesquieu a amorcé sa réflexion politique et est parfaitement conscient des limites, si vous voulez, qu'est en train d'atteindre, pourrait-on dire, le système politique de la monarchie absolue à la française. Parce que ça n'est pas durable, il y a des contradictions internes que l'on ne peut pas maintenir d'une façon durable. Et justement, contre l'asservissement des sujets, et ici à propos du harem, donc ce sont les femmes, eh bien, contre la tyrannie du maître et des gardiens fidèles, les 3 lettres d'épouse expriment au fond, sous l'apparente soumission passionnée, il y a des plaintes, il y a des protestations et en même temps des frustrations. Or, ce sont des motifs qui sont source de révolte et ces aspects de la révolte, au fond, dans un monde clos et métaphoriquement, disons, représentatif, eh bien, amènent au drame final. Bien sûr, il y a les lettres à portée philosophique, et le voyage de ces 2 persans est présenté comme une sorte de quête. Il y a une ambition, d'ailleurs il l'a dit, enrichir son savoir. Et ce roman, eh bien, est animé par l'envie de connaître, l'envie de savoir, l'envie d'aller, et là je cite, d'aller chercher laborieusement la sagesse, de s'instruire dans les sciences. Or, le premier qui s'exprime, bien sûr, c'est Ouzbek, parce qu'il est le protagoniste principal, mais ce despote oriental, parce qu'il est un despote oriental, tout au moins dans la sphère privée, eh bien, ce despote oriental est malgré tout porté à la réflexion, à l'analyse de soi. Et on le voit donc dans la 6e lettre où justement il évoque cette jalousie que j'ai citée. Il fait preuve de lucidité, mais cette, si vous voulez, lucidité ne se porte pas simplement que sur lui-même, elle se porte bien sûr sur le fonctionnement du sérail lui-même, il connaît les risques, sur bien sûr les mœurs et notamment les mœurs de la cour, puisque on en a eu une première idée à propos donc de la lettre 8 quand il évoquait les mœurs d'Ispahan et qui sera bien sûr prolongée, amplifiée quand il transmettra ses observations sur ce qui se passe à Paris. Et par conséquent, Ouzbek, au fond, assume le rôle du philosophe dans le roman, au sens traditionnel, c'est-à-dire qu'il aime
le savoir, qu'il aime, qu'il recherche d'une certaine façon la sagesse, mais aussi au sens peut-être plus moderne que revendique justement le siècle des Lumières, c'est-à-dire un esprit éclairé, éclairé par la raison, éclairé par l'analyse rationnelle, et bien sûr en revendiquant aussi une forme de libre pensée. Or, cette libre pensée, c'est l'analyse, la réflexion critique, afin, il y a quand même une finalité, de promouvoir des réformes nécessaires à une sorte d'harmonie. Il faut que je sois attentif à l'heure. Et donc, lorsque les deux persans sont à Paris, ils constituent un véritable binôme, c'est-à-dire que les observations se répondent. Les observations se répondent puisque on pourrait dire que le perse le plus jeune, Rica, est le plus moqueur. Il est à la fois beaucoup plus alerte, si vous voulez, moins posé dans ses observations, mais il est plus dynamique aussi, et il sait mettre en évidence par un regard rieur, voire satirique, eh bien, tous les défauts de ce monde qui l'observe. Et justement, par le biais d'un regard, quand Ouzbek loue précisément, fait l'éloge de la vivacité d'esprit de Rica, il analyse que cette vivacité d'esprit lui permet, et là encore je le cite, il permet de comprendre tout, dit Ouzbek, tout avec promptitude. À cause de sa jeunesse, à cause de sa gaieté naturelle, et justement, il y a comme un effet de contraste qui se crée, puisque Ouzbek est plus un homme sombre et méditatif, une âme inquiète, on le sait, alors que, justement, le regard amusé de Rica, eh bien, sait mettre en évidence les défauts du monde qu'il observe. Alors, j'en donne un exemple. Dans une lettre qui est une lettre fameuse, qui est la lettre 24, où justement, non seulement il a décrit les bâtiments que j'ai évoqués, le rythme frénétique de Paris, mais il y a aussi la portée politique de ce regard. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or, comme le roi d'Espagne, son voisin. Mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. Donc il utilise, bien sûr, le paradoxe. On lui a vu entreprendre et soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre. Et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. Qu'est-ce qui se trouve dénoncé en l'espace de 2 phrases? C'est la vénalité des charges. Donc, un des piliers de la structure, au fond, du fonctionnement financier de la monarchie française, qui, justement, se trouve présenté, on pourrait dire, à nu, puisque, et en même temps sa fragilité, puisque, justement, cela ne repose que sur la vanité. Or, qu'est-ce que procurait la vénalité des charges, donc l'achat des offices, eh bien, c'était souvent l'anoblissement. Mais qu'en retirait-on? Bon, des pensions de l'État, mais il fallait débourser des sommes extrêmement importantes pour les acquérir. D'ailleurs, ce roi, il poursuit la critique, mais d'une façon innocente. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'1 million d'écus dans son trésor et qu'il en a besoin de 2, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut 2. Il le croit.
S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'est point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent. Qu'est-ce qui se trouve critiqué? C'est au début de la Régence, et là ça n'est plus simplement une critique sur le règne de Louis XIV, c'est au début de la Régence, c'est l'expérience, la première expérience bancaire, n'est-ce pas? C'est l'expérience donc de l'Écossais Law, qui sera une véritable banqueroute. On essaie d'introduire le papier-monnaie, mais comme il y a des spéculations que l'on ait plus de papier-monnaie, donc de billets de banque, qu'il n'y a de réserve en or, et bien évidemment, la faillite se produit. Elle s'est produite en 19, Montesquieu écrit en 21, donc ce sont des choses tout à fait contemporaines et que les lecteurs, bien sûr, déchiffrent parfaitement. Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien, plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Et là, nous avons une autre grande veine de l'attaque donc de Montesquieu, et qui sera aussi, bien sûr, poursuivie par les philosophes, c'est l'attaque contre la religion, les religions, mais notamment dans le cadre français de la religion catholique. Tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, et que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelques lignes, c'est tout le dogme du christianisme qui se trouve réduit à un tour de passe-passe, à un tour de magie, n'est-ce pas? Donc, pour le lecteur, bien évidemment, tout ça, eh bien, ce sont œuvres de charlatans, qu'il s'agisse du pouvoir politique, qu'il s'agisse du pouvoir religieux, et si l'on considère les structures du fonctionnement de la monarchie française, eh bien, les deux piliers, si vous voulez, de cette monarchie, sont, au fond, détruits en l'espace de 2 paragraphes. Et pour le tenir toujours en haleine et ne point laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps pour l'exercer de certains articles de croyance. Il y a 2 ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela Constitution et voulut obliger sous de grandes peines ce prince et ses sujets à croire que tout ce qui était contenu. Il réussit à l'égard du prince qui se soumit aussitôt et donna l'exemple à ses sujets. Mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte, etc. Et donc voilà toutes les querelles, si vous voulez, religieuses qui animent et qui ont animé le règne de Louis XIV et ensuite qui se poursuivent entre justement la condamnation notamment des jansénistes et précisément la persécution qui s'en est ensuivie. Mais finalement, ce que l'on en déduit par ce regard très distancié que porte de façon faussement ingénue Rica, c'est bien évidemment un regard qui permet de voir la réalité telle qu'elle est. Et sur ce ton qui ne prétend nullement à la profondeur philosophique. Au contraire, c'est un regard ingénu. Ce que Voltaire, bien sûr, quelques décennies plus tard, sera lui aussi exploité dans un conte donc, du même titre, un conte éponyme, l'ingénu. Donc, ce regard brillant, si vous voulez, est extrêmement dévastateur. Et, au fond, il laisse entendre par ses lettres que la France est en train de vivre une sorte de folie collective, parce que tout le monde y participe. Ça, c'est l'autre dimension. Dans cette thématique, il y a, et là c'est encore un aspect, si vous voulez, sociologique auquel Montesquieu est sensible, c'est la position, le rôle des femmes. Or, il va utiliser le moyen de la comparaison. Femmes d'Orient, femmes d'Occident. Et justement, toujours Rica, donc, qui opposait le mouvement continuel de la vie parisienne aux lenteurs de l'Orient, au pas réglé, n'est-ce pas, des déplacements en Asie. Il utilise le pas des chameaux, il parle des caravanes. Ouzbek, donc, lui, fait une peinture des mœurs en se lançant dans un parallèle entre les femmes, justement, orientales et occidentales. Et on sait
que pour le possesseur d'un harem, c'est un thème qui lui touche, bien sûr, disons, qui le concerne de très près. Et dans une lettre, justement, à la femme préférée, à Roxane, eh bien, il va beaucoup plus loin que la satire, pourrait-on dire, classique des mœurs féminines européennes. Il suggère, au fond, que le relatif, la notion de relatif est une affaire de point de vue et qu'il faut s'y entraîner. Enfermé dans les habitudes et les coutumes de son peuple, le persan, au fond, paraît croire, sans jamais s'en douter, que la pudeur existe. Et il considère que c'est une vertu, une innocence. Et cette innocence amène donc le bonheur. Là, je cite très rapidement un passage de cette lettre. Donc, mais que puis-je penser des femmes d'Europe? L'art de composer leur teint, les ornements dont elles se parent, les soins qu'elles prennent de leur personne, le désir continuel de plaire qui les occupe sont autant de tâches faites à leur vertu et d'outrage à leurs époux. Ce n'est pas, il s'adresse à sa destinataire, à Roxane, ce n'est pas, Roxane, que je pense qu'elle pousse l'attentat aussi loin qu'une pareille conduite devrait le faire croire, et qu'elle porte la débauche à cet excès horrible qui fait frémir, de violer absolument la foi conjugale. Il y a bien peu de femmes assez abandonnées pour aller jusque-là. Elles portent toutes dans leur cœur un certain caractère de vertu qui est gravé, que la naissance donne et que l'éducation affaiblit, mais ne détruit pas. Elles peuvent bien se relâcher des devoirs extérieurs que la pudeur exige, mais quand il s'agit de faire les derniers pas, la nature se révolte. Aussi, quand nous vous enfermons si étroitement, que nous vous faisons garder par tant d'esclaves, que nous gênons si fort vos désirs lorsqu'ils volent trop loin, ce n'est pas que nous craignions la dernière infidélité, mais nous savons que la pureté ne saurait être trop grande et que la moindre tâche peut la corrompre. Or, justement, il tente de justifier auprès de sa destinataire les durs traitements en essayant de lui faire comprendre que finalement c'est la clé du bonheur. Inversement, Rica, lui, manie le rire, et le rire est source de satire. Et c'est justement souvent sous la plume de Rica que, eh bien, par le truchement, par l'intermédiaire de la raillerie, eh bien, il fait émerger le ridicule de situation avec beaucoup de variété. Et certaines, donc, des lettres de Rica sont des satires, on en a vu certains exemples, directs, qui mettent en action des objets dont le regard étranger fait ressortir ce qu'il y a de défectueux ou ce qu'il y a de dérisoire. Alors, il évoque, par exemple, je parlais du rôle du théâtre, eh bien, il évoque cette passion du théâtre qui explique aussi ce qu'il semble découvrir, c'est, au fond, la filouterie, c'est-à-dire l'escroquerie, si vous voulez, mais faite de façon assez souriante, la filouterie d'un grand nombre, disons, de Parisiens. Alors, dans sa lettre sur la comédie, au fond, il, justement, met en évidence, cible, si vous voulez, les extravagances de tous les abus qui animent la capitale française. Alors, je vous en cite pour vous en donner un exemple. Donc, c'est donc une lettre de Rica à Ibben. C'est une autre question de savoir si la loi naturelle soumet les femmes aux hommes. Non, me disait l'autre jour un philosophe très galant. La nature n'a jamais dicté une telle loi.
L'empire que nous avons sur elles est une véritable tyrannie. Elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous, et par conséquent plus d'humanité de raison. Ces avantages qui devaient sans doute leur donner la supériorité, si nous avions été raisonnables, la leur ont fait perdre parce que nous ne le sommes pas. Or, s'il est vrai que nous n'ayons sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel, celui de la beauté, à qui rien ne résiste. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège? Est-ce parce que nous sommes les plus forts? Mais c'est une véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'a point affaiblis, et nous verrons si nous sommes si forts. Il faut l'avouer, donc là il rapportait les propos, il faut l'avouer. Quoique cela choque nos mœurs, chez les peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leurs maris. Elle fut établie par une loi chez les Égyptiens en l'honneur d'Isis, et chez les Babyloniens en l'honneur de Sémiramis. On disait des Romains qu'ils commandaient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient à leurs femmes. Je ne parle point des Sauromates, qui étaient véritablement dans la servitude de ce sexe. Ils étaient trop barbares pour que leur exemple puisse être cité. Tu vois, mon cher Ibert, que j'ai pris le goût de ce pays-ci, où l'on aime à soutenir des opinions extraordinaires, au sens propre qui sortent, excentriques, et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé la question et réglé les droits de l'un et de l'autre. Les femmes, dit-il, doivent honorer leur mari, et leurs maris les doivent honorer. Mais ils ont l'avantage d'un degré sur elles. Et donc vous voyez comment ces questions, au fond, demeurent. Et derrière cela, qu'est-ce qui se trouve posé? Eh bien, c'est une question qui anime tout le XVIIIe siècle. C'est, depuis déjà la fin du XVIIe siècle, pensons à Fénelon, c'est la question de l'éducation des femmes. Parce que ce qu'il évoque ici, c'est qu'à formation égale, eh bien, donc, les compétences ne sont pas du tout assurées. Et là, c'est un thème, si vous voulez, qui est présenté sous une forme très légère, mais finalement, la profondeur de l'analyse et de la critique est évidente. Alors bien sûr, si Ouzbek est le sage, est animé par une sorte d'humeur maussade, un peu triste, il sait lui aussi sourire et parfois même s'amuser. Et surtout lorsqu'il s'agit donc de philosophie. Et justement, grâce à cette alternance des scripteurs dont j'ai parlé, les lettres persanes donc font constamment alterner les lettres sévères, si vous voulez, aux thématiques un peu arides, aux lettres animées par une sorte de badinage qui vient tempérer la méditation donc, qui est menée au cours de ces lettres. Et il y a toute une satire de l'actualité qui ne prétend pas justement au sérieux, notamment sous la plume de Rica, mais qui en fait a une portée très réelle. Et notamment, par exemple, lorsqu'il évoque la mode du café, et des cafés, donc, qui ont joué un rôle important pour la divulgation des idées au cours du XVIIIe siècle. Par exemple aussi, dans la critique de certains usages, par exemple l'usage universitaire, pourquoi continuer à utiliser le latin dans l'enseignement universitaire qui montre finalement que Montesquieu s'inscrit dans le camp des modernes alors qu'il est pétri de culture classique et sa maîtrise, sa connaissance de l'histoire et de la pensée, notamment latine, est évidente dans ses considérations et ses réflexions donc sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains qui préludent au fond à l'esprit des lois. On sait aussi, par exemple, on peut se reporter à une autre lettre fameuse qui est la lettre 29,
où justement il dénonce les contradictions d'une religion qui est une religion d'État, mais une religion qui a perdu au fond son âme en confondant le spirituel et le temporel, et en devenant, pis encore, donc, au cours du temps, un facteur de guerre interne, un facteur de guerre civile, et empêchant, si vous voulez, l'idéal l'idéal politique qui devrait être celui de tout prince éclairé, qui est l'harmonie donc au sein d'un propre pays. Cette lettre, c'est la lettre 29. Le pape est le chef des chrétiens. C'est une vieille idole qu'on encense par habitude. Il était autrefois redoutable au prince même, car il les déposait aussi facilement que nos magnifiques sultans déposent les rois d'Irimède et de Géorgie. Mais on ne le craint plus. Il se dit successeur d'un des premiers chrétiens qu'on appelle Saint-Pierre. C'est certainement une riche succession, car il a des trésors immenses et un grand pays sous sa domination. Vous voyez très bien comment il joue, il glisse sur les mots, successeur de Saint-Pierre, et ensuite il prend cela au sens juridique, la succession au sens d'héritage, et déjà on voit comment s'amorce la confusion entre transmission spirituelle et la transmission des biens. Les évêques sont des gens de loi qui lui sont subordonnés et ont sous son autorité deux fonctions bien différentes. Quand ils sont assemblés, ils font, comme lui, des articles de foi. Quand ils sont en particulier, ils n'ont guère d'autre fonction que de dispenser et d'accomplir la loi. Les évêques ne font pas des articles de foi de leur propre mouvement. Il y a un nombre infini de docteurs, la plupart d'ervis, qui soulèvent entre eux 1000 questions nouvelles sur la région. On les laisse disputer longtemps, et la guerre dure jusqu'à ce qu'une décision vienne la terminer. Aussi, puis-je t'assurer qu'il n'y a jamais eu de royaume où il y ait eu tant de guerres civiles que dans celui du Christ. Et donc voilà déjà l'un des principes. Les guerres, finalement, qui ont déchiré l'Europe, trouvent leur origine dans la structure même ecclésiale, pourrait-on dire, donc de l'Église. Ceux qui mettent au jour quelques propositions nouvelles sont d'abord appelés hérétiques. Chaque hérésie a son nom, qui est, pour ceux qui y sont engagés, comme le mot de ralliement. Mais n'est hérétique qui ne veut. Il n'y a qu'à partager le différent par la moitié et donner une distinction à ceux qui accusent d'hérésie, et quelle que soit la distinction, intelligible ou non, elle rend un homme blanc comme de la neige, et il peut se faire appeler orthodoxe. Donc vous voyez que ce sont tous les aspects, si vous voulez, du christianisme. Bien sûr, on se concentre dans un premier temps sur le catholicisme, mais, comme le fera Folder, toutes les religions révélées, finalement, font l'objet de cette critique philosophique. Non pas seulement même au sein du christianisme, donc catholicisme, orthodoxie, etc., protestantisme, mais cela s'étend, et si vous voulez, en creux, il y a une critique contre l'islam, une critique aussi contre le judaïsme, toutes les religions révélées, qui sont source au fond d'oppression. Et ça, c'est un fondement, si vous voulez, de la critique philosophique qui s'amorce et qui va trouver, bien sûr, toute son amplification au cours du siècle. Ce que je te dis est bon pour la France et l'Allemagne, car j'ai ouï dire, et là, voilà, on revient, si vous voulez, à la source de persécution, car j'ai ouï dire qu'en Espagne et en Portugal, il y a de certains dervis qui n'entendent point raillerie et qui font brûler un homme comme de la paille. Quand on tombe entre les mains de ces gens-là, heureux celui qui a toujours prié Dieu avec des petits grains de bois à la main, qui a porté sur lui 2 morceaux de drap attachés à 2 rubans, et qui a été quelquefois dans une province qu'on appelle la Galice, c'est la Santiago de Compostela. Sans cela, un pauvre diable est bien embarrassé. Quand il jurerait comme un païen qu'il est orthodoxe, on pourrait bien ne pas demeurer d'accord des qualités et le brûler comme hérétique. Il aurait beau donner sa distinction, point de distinction. Il serait en cendres avant que l'on eût seulement pensé à l'écouter. Et vous voyez comment, en un raccourci, si vous voulez, par un regard extrêmement ingénu,
Hein, là, c'est la surprise. Il prétend, si vous voulez, transmettre son étonnement face à des situations extrêmement paradoxales en soi, mais il critique tout le fonctionnement, non pas simplement de l'Église, mais le fonctionnement de la société d'Ancien Régime en Europe. Et bien sûr, ici, c'est l'Inquisition. Les autres juges présument qu'un accusé est innocent, ceux-ci le présument toujours coupable. Dans le doute, ils tiennent pour règle de se déterminer du côté de la rigueur, apparemment parce qu'ils croient les hommes mauvais. Mais, d'un autre côté, ils en ont si bonne opinion qu'ils ne les jugent jamais capables de mentir, car ils reçoivent le témoignage des ennemis capitaux, des femmes de mauvaise vie, de ceux qui exercent une profession infâme. Ils font dans leur sentence un petit compliment à ceux qui sont revêtus d'une chemise de soufre et leur disent qu'ils sont bien fâchés de les voir si mal habillés, qu'ils sont doux, qu'ils abhorrent le sang et sont au désespoir de les avoir condamnés. Mais, pour se consoler, ils confisquent tous leurs biens à leur profit. Heureuse la terre qui est habitée par les enfants du prophète. Ces tristes spectacles y sont inconnus. La sainte religion que les anges y ont apportée se défend par sa vérité même. Elle n'a point besoin de ces moyens violents pour se maintenir. Et donc, bien sûr, derrière cette, si vous voulez, cette péroraison, pourrait-on dire, dans ce discours extrêmement bien construit, eh bien, on sent toute la vivacité de l'ironie. Donc, mœurs, politique, religion sont des grands thèmes qui font l'objet, bien sûr, de ces critiques de la part de Montesquieu et qui vont trouver leur développement dans ces analyses plus tardives qu'il va mettre en place dans l'esprit des lois. Il se pose bien sûr le problème de la justice. La réflexion d'ordre politique et philosophique, au fond, anime aussi ces lettres et parfois la verve satirique ou le rêve romanesque sont présents, si vous voulez, et mettent en évidence que la réflexion est amorcée, la réflexion de Montesquieu est amorcée et qu'il mettra en place pendant les décennies suivantes. Justement, si l'on se reporte à la lettre 83, on se rend compte que la problématique de la politique et de la métaphysique se trouve, au fond, pour Montesquieu, comme des dimensions fondamentales dans sa critique, et leur appartenance au monde d'ici-bas, au fond, est essentielle pour comprendre la société. D'abord, il s'appuie sur un raisonnement suivant. Dieu est nécessairement juste puisqu'il est parfait. La justice, donc, existe en soi. C'est une valeur éternelle. Elle est éternelle, mais elle est aussi universelle. Et quand les hommes ne suivent pas la justice, ce n'est pas qu'elle n'existe pas ou qu'ils n'y croient pas, qu'ils ne croient pas en l'existence de celle-ci, mais c'est parce qu'ils préfèrent à la justice leurs intérêts égoïstes. Et donc, cette justice, dit Montesquieu, qui s'impose à tous, peut être dissociée de l'idée de Dieu, et c'est-à-dire donc qu'on peut concevoir une justice laïcisée. Et respecter donc la justice permet d'éviter, ou tout au moins de tempérer, dit-il, eh bien, un des grands mots de l'époque, il ne sera pas le seul à le souligner, il l'a déjà évoqué, mais pensons à la dénonciation de la guerre, qui continue d'affliger l'Europe du XVIIIe siècle. Donc, l'état de guerre entre État fort et État faible, mais aussi l'état de guerre au sein des sociétés, donc, et évitant l'état de guerre, eh bien, on pourrait atteindre une sorte d'équité, équité qui, pour Montesquieu, doit être la source du vrai bonheur. Pour, sans vous en donner une idée, donc une idée de cette réflexion,
J'en cite quelques extraits. Donc c'est Ouzbek qui écrit à Rudi, il est alors à Venise. S'il y a un Dieu, mon cher Rédi, il faut nécessairement qu'il soit juste. Car s'il ne l'était pas, il serait le plus mauvais, le plus imparfait de tous les êtres. Donc c'est par déduction, si vous voulez. Ce n'est pas un dogme, c'est une déduction. La justice est un rapport. Et là, le terme rapport est un terme fondamental chez Montesquieu qu'il va réutiliser dans sa définition même de la loi. Donc, est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses. Ce rapport est toujours le même, quelque être qui le considère, soit que ce soit Dieu, soit que ce soit un ange, ou enfin que ce soit un homme. Il est vrai que les hommes ne voient pas toujours ces rapports. Souvent même, lorsqu'ils les voient, ils s'en éloignent, et leur intérêt est toujours ce qu'ils voient le mieux. La justice élève la voix, mais elle a peine à se faire entendre dans le tumulte des passions. Les hommes peuvent faire des injustices parce qu'ils ont intérêt de les commettre et qu'ils préfèrent leur propre satisfaction à celle des autres. C'est toujours par un retour sur eux-mêmes qu'ils agissent. Nul n'est mauvais gratuitement. Il faut qu'il y ait une raison qui détermine, et cette raison est toujours une raison d'intérêt. Je m'arrête un peu, mais si vous voulez, dans son regard sur, disons, l'humanité, on retrouve cette sorte de pessimisme qui a animé donc tous les moralistes du XVIIe siècle, et je n'ai pas parlé, si vous voulez, mais il est très présent à l'esprit de Montesquieu, notamment les lettres de Pascal, les lettres aussi fictives que sont les provinciales, et si vous voulez, la distance temporelle n'est pas considérable entre les écrits de la fin du siècle des moralistes, que ce soit la Bruyère, que ce soit même la Rochefoucauld, etc., et Montesquieu, au fond, qui était jeune encore au tout début, ou à l'extrême fin du XVIIe siècle, tout début du XVIIIe. Mais il n'est pas possible que Dieu fasse jamais rien d'injuste. Dès qu'on suppose qu'il voit la justice, il faut nécessairement qu'il la suive. Car, comme il n'a besoin de rien et qu'il se suffit à lui-même, il serait le plus méchant de tous les êtres, puisqu'il le serait sans intérêt. Ainsi, donc vous voyez tous les connecteurs logiques, n'est-ce pas, du raisonnement, mais ainsi, etc. Ainsi, quand il n'y aurait pas de Dieu, nous devrions toujours aimer la justice, c'est-à-dire faire nos efforts pour ressembler à cet être dont nous avons une si belle idée, et qui, s'il existait, serait nécessairement juste. Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions pas l'être de celui de l'équité, avec une majuscule. Voilà, Rédi, ce qui m'a fait penser que la justice est éternelle et ne dépend point des conventions humaines. Et quand elle en dépendrait, ce serait une vérité terrible qu'il faudrait se dérober à soi-même. Nous sommes entourés d'hommes plus forts que nous. Ils peuvent nous nuire de mille manières différentes. Les trois quarts du temps, ils peuvent le faire impunément. Quel repos pour nous de savoir qu'il y a dans le cœur de tous ces hommes un principe intérieur qui combat en notre faveur et nous met à couvert de leurs entreprises. Sans cela, nous devrions être dans une frayeur continuelle, nous passerions devant les hommes comme devant les lions, et nous ne serions jamais assurés un moment de notre bien, de notre honneur et de notre vie. Toutes ces pensées m'animent contre ces docteurs qui représentent Dieu comme un être qui fait un exercice tyrannique de sa puissance, qui le font agir d'une manière dont nous ne voudrions pas agir nous-mêmes de peur de l'offenser, qui le chargent de toutes les imperfections qu'il punit en nous, et, dans leurs opinions contradictoires, les représentent tantôt comme un être mauvais, tantôt comme un être qui est le mal et le punit. Vous voyez que dans cette lettre, ici à forte teneur philosophique, eh bien, se précisent déjà les fondements de la réflexion, à la fois sur le plan moral et philosophique, si vous voulez, se met en place finalement ce que l'on va appeler le déisme,
Et se met en place aussi, derrière le mot justice, eh bien, la conception de la loi comme un rapport, des fondements de la loi, indépendamment, n'est-ce pas, du principe divin tel qu'on la concevait jusqu'à l'époque et qu'il développera donc dans son ouvrage majeur qu'est l'esprit des lois. Peut-être que, bon, je vois que le temps passe, n'est-ce pas, et que j'ai un peu dépassé disons, le temps qui m'était imparti, mais ce que peut-être il faut retenir, si vous voulez, des lettres persanes, c'est que par-delà le ton libre, le ton enjoué, par-delà le côté exotique de ce roman épistolaire, toute la réflexion philosophique qui va animer Montesquieu dans toute son œuvre, et même pas seulement dans l'esprit des lois, est déjà en place. Seulement, les lettres persanes sont de 1721. Et si vous voulez, le choc intellectuel que va connaître Montesquieu, qui va lui permettre d'approfondir sa réflexion, c'est le voyage en Angleterre. Et c'est confronté à la réalité politique si vous voulez, confronté à la réalité politique d'un système où d'abord le respect de l'autre, l'habeas corpus, n'est-ce pas, est une réalité quotidienne, où les pouvoirs sont équilibrés et où les sujets du roi peuvent néanmoins développer leurs affaires, car la dimension économique est un aspect justement important pour Montesquieu dans la mesure où c'est la dimension concrète qui résulte de la liberté politique que l'on connaît donc en Angleterre et que l'on ne connaît pas dans le reste de l'Europe, et notamment en France, considérée encore, il le dit d'ailleurs, comme la grande puissance, on est au tout début du siècle, la grande puissance européenne, mais dont lui-même, avec une lucidité extrême, peut-être assez unique par rapport à ses contemporains, il pressent les limites et éventuellement la fin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions et nous attendons avec impatience la suite. Ce que vous faites déjà, vous nous annoncez la problématique des lois d'un ouvrage à l'autre. Oui. Merci encore. Htjela bih samo da vam kažem da će snimak ovog